C'est quoi ton avis sur la suite de l'arc Logi Reversi vers Luffy et son équipage? Mais j'y viens justement, mais tu vas pouvoir il y en a, Yanis et Ingénieur, ils connaissent un petit peu, ce que je pense, mais j'y viens. En gros, là, Oda, il est en train de, désamorcer tout ce qu'il a mis en place. Il a sauvé les enfants, les parents sont en vie, le feu a été éteint, les demi-réversibles vont être rechangés en normaux. Donc en fait, tout ce qu'ont fait les chevaliers divins, en fait, ont été ramenés au point neutre. On revient à la base du début. Ce qui fait qu'en fait, ce qui montre que les géants ne vont pas se soumettre. Ils ne veulent pas soumettre, ils vont pas soumettre. Et donc, ils auront beau tout tenter, ça n'arrivera pas. En tout cas, sur ce moment-là. Mais pourquoi? En fait, Oda, il a jamais fait un arc comme ça où on se dit, mais c'est trop facile. Tout est désamorcé, ils surnagent. Ils sont en train de nager là, tranquillou, voilà, ils surnagent dans tous les événements. Tout se désamorce très vite. Il n'y a que 6 chapitres entre le retour du flashback à maintenant et quasiment tout est désamorcé. Et ça, en fait, c'est une technique narrative comment dire? Comment je peux dire ça? Pour embellir, pour mettre en avant un événement qui va tout choquer. Parce qu'en fait, là, tout est trop simple. Il n'y a jamais eu d'arc où c'était aussi simple, où on avançait, on se dit, il y a Loki, il est immense, il a fait des dégâts au chapitre précédent, c'était un monstre, il est immense, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et en fait, ils peuvent rien faire là, ils se font défoncer, c'est facile, c'est bon, ça va être fini. Ymue va rentrer chez elle et c'est bien. Et en fait, c'est ça qu'il veut qu'on pense, c'est que c'est trop facile. Parce que si c'est trop facile, ce qui va arriver va nous choquer encore plus. Et pour moi, ce qui va arriver, c'est que Ymue va comprendre qu'elle ne peut pas soumettre les géants. Et au lieu de dire je laisse les géants, ok, je peux pas les soumettre, mon pouvoir de soumission marche pas, etc. J'ai aucune emprise sur eux. Au lieu de les laisser dans le camp adverse pour les soumettre, et ben tout simplement, je vais les détruire. Et là, tu vas avoir un pentacle qui va apparaître, parce qu'en fait, il y a une escalade, j'en ai parlé là au chapitre précédent, il y a une escalade sur les tailles. Il y en a eu, dans le chapitre précédent, c'était très marqué. Attends, je vais y aller sur le chapitre précédent. Du coup, hop. C'était très marqué ici. Quiconque mange le fruit devient le plus grand dragon au monde, mais sa taille maximale dépend de celle du détenteur du pouvoir. Autrement dit, pour révéler tout le potentiel, il vaut mieux être un géant qu'un humain. Et il vaut mieux encore être un géant antique qu'un géant normal. Et en fait, t'as une escalade de puissance. T'as l'humain, t'as le géant, t'as le dragon en forme par rapport à l'humain, t'as le dragon par rapport au géant, et encore au-dessus, t'as le géant antique. Donc, tu as l'humain tout petit en dessous du dragon, là, l'humain, le géant normal et le géant antique. Et en au-dessus, tu as le géant antique et la taille du dragon par rapport au géant antique. Donc, c'est une escalade. Et entre ça, donc si on part sur les tailles qu'il y avait sur Elbaf, tu avais l'humain, les humains normaux, le fils et les Mugiwara, etc. Ya, donc Gaban. Tu as les géants classiques qui font 16 mètres, donc Dori, Brogy, Oimo, etc. Tu as les géants antiques, donc tu as Loki qui fait 30 mètres. Tu as les MMA qui sont encore plus grands que tout ça. Et derrière, tu as Loki qui est encore plus grand. Donc il y a une escalade des tailles. Il y a une escalade des tailles. Et à côté de ça, tu as une désescalade des événements. Donc il est en train de désamorcer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire réamorcer tout, qui va être encore plus grand que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, la seule chose qui peut montrer ça, c'est Uranus, donc l'arme qui est apparue au-dessus de Lulusia. Pour moi, il va avoir un grand pentacle qui va arriver. Ymue va dire, elle va appeler Uranus. Donc on va voir l'arme popper au-dessus
d'Elbaf et du coup, elle va dire: «Si je peux pas vous avoir, eh beh, personne vous aura, personne va survivre à ça». Enfin, au moins tous ceux qui survivront en fait, beh, ça sera tous les autres randoms vont mourir. Parce que les géants, même si on peut se demander quel est l'intérêt de leur puissance ici, parce que, mis à part quelques géants qui sont au-dessus du lot, bon, on peut se dire: «Oh, ils sont pas si forts que ça». Mais en fait, quand on pense à grande échelle dans une guerre, avoir une armée de géants, de, milliers de géants, c'est pas négligeable dans une guerre totale. Certes, ils feront pas la différence dans les 1v1 contre les gros personnages, mais sur la masse, parce qu'il y aura une masse des deux côtés, une masse de random, sur la masse, ils feront totalement la différence. Et une fois qu'ils auront fait la différence sur la masse des randoms qui, eux, peuvent interférer dans les gros combats, et ben en fait, à la fin, l'interférence, elle se fera que des géants aideront les personnages plus puissants, etc. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est pour ça que dire avoir les géants de son côté, c'est un avantage. C'est le peuple le plus puissant. Et effectivement, c'est le peuple le plus puissant. C'est pas les personnages les plus puissants, c'est le peuple le plus puissant. Si tu prends le peuple d'Alabasta, tu le mets face à ce géant, ils se font écraser. Tu prends n'importe quel peuple à côté des géants, ils se font écraser. Maintenant, ils sont pas plus forts que les personnes qui sont dans le top du verse. Ok, ils sont peut-être. Allez, t'as Loki qui doit être dans les top 20, top 10, top 20. Peut-être ça dépend où on le place, hein, peu importe. Jarl, il a dû être aussi parce qu'il a été parmi les plus forts de son époque, etc. Il doit être toujours un peu très haut placé. Dori et Broggy sont super bien placés aussi, mais mis à part ça, voilà. Mais dans la masse, ils font partie ils sont le peuple le plus puissant. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Donc, et c'est pas pour rien que Imu, elle les veut, en fait, parce qu'en plus, s'ils sont Domi-Reversi, ils sont encore plus puissants face à la masse. Donc, si elle peut pas les avoir, eh ben, personne ne les aura. Donc, autant rayer Elbaf de la carte, ou une grande partie. Elbaf, le point faible d'Elbaf de l'arbre, c'est le feu. C'est dit. Et Uranus, c'est des rayons laser qui carbonisent tout. Ça désintègre tout. Donc Elbaf ne peut pas résister à ça. Et donc, je pense que Imu va faire popper Uranus. Elle va dire, ben, si je peux pas vous avoir, je rase tout. Je mets l'arme au-dessus. Donc, soit vous vous soumettez, soit je vous rase. Et pour vous, donc là, il va y avoir un truc. Je pense qu'ils vont dire à Loki, sûrement à Loki, maintenant tu affrontes Luffy, tu captures Luffy ou tu tues Luffy, Mugiwara no Luffy. Sinon, je rase Elbaf. Et donc, du coup, ça créera un dilemme autant pour les géants que pour Luffy. Les géants, ils étaient appris à sacrifier la bibliothèque, etc. pour le bien-être des enfants. Ok, pour sauver les enfants. Les enfants passent avant ça. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à sacrifier tout Elbaf et tous les citoyens d'Elbaf, etc. pour Luffy? Eh bien, en fait, le dilemme, il n'y en a pas. Ils peuvent pas, en fait, sacrifier tout ça. C'est pas possible. N'importe qui dirait, ben, vaut mieux Luffy que tout notre peuple. On peut pas faire autrement, en fait. Parce que quand l'arme va apparaître, ils vont regarder et Imu va leur montrer, avec le acquis des rois, et à travers leur acquis de l'observation, ils vont voir Elbaf totalement désintégré. Et eux, impuissants par rapport à ça. Évidemment, même s'ils voient Luffy comme Nika, qui est leur dieu, Loki n'estime pas Luffy comme Nika ou son dieu. Il s'estime être Nika ou le dieu de la destruction. Ok. Donc, il peut prendre. De toute façon, Loki a pris ce rôle-là de méchant. Il peut dire, ben, je vais être le méchant jusqu'au bout et tant pis, je vais affronter Nika pour le bien d'Elbaf.
c'est pour le bien d'Elbaf qu'il le fait. Mais si Luffy se rend, qu'est-ce qui empêche Imu de quand même raser Elbaf vu qu'ils veulent pas rejoindre le GM? Donc j'y viens. Donc pour moi, alors attends, ok. Autorisé, oui, parce que le message, ton message, il s'était pas affiché pour des raisons, mais il n'y avait rien de particulier. Hop. Donc même s'ils voient Luffy comme Nika, qui est leur dieu. Donc, là, il va se poser un dilemme. Loki, il va être obligé, parce que Loki, son but, c'est de... protéger Elbaf depuis le début. On a bien compris ça. Il veut protéger Elbaf. Donc, il va dire, ben, tant pis, j'affronte Luffy. J'ai pas le choix, en fait. Et il va sûrement se dire, désolé. Il va s'excuser à Luffy. Mais j'ai pas le choix. Sinon, tu l'as vu comme moi. Elbaf va être détruite. Je peux pas faire autrement. Et Luffy, forcément, il veut pas affronter les géants. Il veut pas affronter Loki. Enfin, il veut l'affronter, mais pas dans ces conditions-là, en fait. Et donc, il va dire, et l'élément le plus naturel, c'est, comme on a vu, il y a le faire 2 fois dans l'arc, c'est de dire, je me rends. Ok, je me rends. Je veux pas affronter, je me rends. Capturez-moi. Je me laisse ramener. Pour protéger les Elbaf. Et là, j'y reviens. Si Luffy se rend, qu'est-ce qui empêche Imu de quand même raser Elbaf, vu qu'ils veulent pas rejoindre le GM? C'est simple. Imu se prépare à la guerre finale, qui est teasée. La guerre finale, c'est elle contre Joy Boy. Joy Boy qui est Luffy. Donc la réincarnation, enfin voilà, et l'héritier de Joy Boy. Il est devenu Joy Boy. Si Joy Boy est capturé, ben la guerre, peu importe qu'il a fait, que ce soit les révolutionnaires, etc., l'élément le plus dangereux qui rend cette guerre la plus imprévisible et donc la moins sûre, c'est Joy Boy. C'est lui qui rassemble les peuples. Si tu l'as capturé pour l'exécuter, t'as pas besoin d'avoir les géants. T'as pas besoin de les détruire, en fait. Et c'est là, l'ego divin. Je suis Dieu. Je décide parce que je suis Dieu, parce que je suis dans toute ma mansuétude, je peux être bon aussi. Ok, ben si j'ai Luffy, je vous laisse la vie sauve. Peut-être qu'il y aura aussi un truc qui fait qu'ils seront confinés sur l'île. Ça aussi, à voir. Est-ce que elle va confiner les géants originaires de l'île sur l'île? Elle va dire, les géants de l'île, vous serez confinés sur votre île. Sauf que, par exemple, Ashruddin n'est pas originaire d'Elbaf. Il n'est pas originaire d'Elbaf. Donc lui, peut-être, ça ne marchera pas sur lui. Donc voilà, c'est tout un procédé, en fait, une procédé de réflexion, de se dire, Imu, elle veut montrer qu'elle est Dieu. Et quoi de mieux que ça? Montrer qu'elle peut tout détruire, mais qu'elle ne le fait pas par pseudo-bonté. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est la psychologie. Et vu que Imu a l'air d'être une enfant, avec une psychologie d'enfant, mais c'est encore mieux, en fait. L'ego est encore plus décuplé chez un enfant qui a le sentiment d'avoir de toute puissance. Dire, je peux les rayer, mais je ne le fais pas. Ça pourrait être des fourmis, je pourrais les écraser, mais je ne le fais pas parce que je suis bon. Alors qu'elle ne l'est pas, on le sait tous. Mais elle peut se dire qu'elle est du bon côté. Vous voyez la différence? Et donc, du coup, si elle a Luffy, qui est l'instigateur premier de la guerre finale et contre qui elle aurait dû combattre, elle n'a pas de raison de rayer les géants de la carte. Maintenant, derrière, qu'est-ce que ça implique? Que Luffy se ronde. Ça prouverait la maturité qu'a Luffy. Luffy qui se rend alors que Luffy ne se rend jamais. Luffy, il a beau avoir un adversaire puissant, il se bat tout le temps, mais que quand ça concerne que sa sécurité à lui. Quand sa vie seule est en jeu.
face à tous ses adversaires, il n'y avait que sa vie qui était en jeu face à l'adversaire. Là, il se retrouve face à un adversaire qui menacerait tout un pays de raser. C'est-à-dire que s'il attaque, le pays est rasé. Donc c'est une preuve de maturité de dire je me rends. Ya l'a fait, Gaban. Gaban l'a fait. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas sauver Coron, il a dit je me rends. Parce que en fait, la puissance, le danger ne le concernait pas que lui. Il concernait Coron. S'il continuait d'attaquer, Coron allait mourir. Il l'a vu dans son acquis de l'observation. Donc il a préféré se rendre, bien que ça ne le sauvait pas. Il préférait que ça soit lui qui meure, entre guillemets, plutôt que ça soit Coron. Et on l'a vu, Gunko a fait le choix d'attaquer Gaban et elle n'a pas tué au final Coron. Au moment où il a dit je me rends, c'est Gaban qui a pris les dégâts. Elle a lâché Coron de suite. Et c'est le même principe. Si Luffy se rend, l'attention se met sur Luffy et donc plus sur les géants. Et donc du coup, elle n'a pas besoin de les tuer. Elle n'a pas besoin, c'est Dieu. Si elle veut, elle les tuera un autre jour. Mais elle n'en aura peut-être pas l'occasion non plus. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est tout ça en fait. Et donc derrière, pour continuer sur ce qui va se passer à mes yeux, Luffy va se rendre, il va être capturé. La flotte du gouvernement mondial qui se trouve à Egghead, qui représente au total d'un tiers de la flotte de la marine du gouvernement mondial. Donc on avait fait la liste la dernière fois. Donc il y a un amiral sur 3, sans compter l'amiral en chef. Il y a 3 CP0 sur 9. Il y a 3 ou 4 CP, CP5, 3, ou je sais plus, j'ai plus les numéros, mais 3 CP sur 9. Il y a 3 séraphins sur normalement 7. On a toujours à peu près le même ratio. Il y a 30 000 soldats comparé aux 100 000 qu'il y avait à Marineford, donc ça fait un tiers. Donc on a toujours ce ratio à peu près d'un tiers qui est là. Sauf qu'Odan, même les vice-amiraux, il y en a 9 sur 25, donc ça fait à peu près un tiers. Du coup, Oda a ramené tout ça à Egghead, mais il n'en a rien fait. Il n'en a rien fait, pour moi ça me pose problème. Et il y a eu 2 amiraux qui se sont tapés, enfin vice-amiraux qui se sont tapés avec les Mugi vite fait. Il y en a un qui s'est fait rect par Franky, bon, et voilà. Contre Kizaru, le combat c'est pas fini exactement. Maintenant, ici sur l'île, on a 3 en plus, on a 3 chevaliers divins. Gunko, Killingam, Summers. On va sûrement avoir aussi Shamrock qui va sûrement revenir. Et en fait, à la finalité, tout ça en fait vont escorter Luffy. Peut-être qu'il y aura aussi Aramaki qui va arriver. Il y aura sûrement Smoker parce que Smoker il s'est déplacé. Ça pourrait être ça. En fait, j'y viendrai. Pourquoi Smoker. Et donc du coup, on aura tout ce groupe-là qui vont venir récupérer Luffy et les Mugiwara capturés et pour les amener à Marijoise. Bien sûr, forcément, ils n'arriveront jamais à Marijoise. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'incident de la flotte qui va attaquer ce convoi. Ashwudin est sur Elbaf. Il va contacter tout le monde, il va rassembler tout le monde. On va apprendre que Bartholomew a sûrement été récupéré, etc., etc. Bref, il va appeler tout le monde et ils vont tous aller attaquer la flotte du gouvernement mondial qui transporte Luffy et les Mugiwara. Et donc du coup, ça ne sera pas une guerre avec les géants, mais une guerre avec la flotte de Luffy contre la flotte du gouvernement mondial. Un tiers de la flotte totale du gouvernement mondial avec les séraphins, les CP, les CP0, les chevaliers divins, etc., etc. On aura sûrement un Luffy contre Shamrock, ça serait intéressant, mais du coup ça montrerait que Luffy n'affrontera pas Shanks comme certains le pensent. Voilà, il y aura Ramaki, il y aura Kizaru, on pourra avoir Kizaru vs Sanji par exemple aussi. Ça pourrait être très intéressant. Voilà, et peut-être Aramaki vs Zoro, avec Aramaki Salam Noir contre Zoro,
Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir ça. Mais vu qu'ils seront capturés, comment ils vont se faire libérer? Et c'est là qu'intervient pourquoi j'ai dit Smoker. Smoker, il a toujours été très lié aux Mugiwara et sa perception des Mugiwara est particulière. C'est une perception très amicale, avec beaucoup de respect. Smoker respecte beaucoup Luffy. Euh, Ce qui se passe, c'est que 2 des 3 fois où on a eu un arc avec Luffy et Smoker, ils se sont retrouvés prisonniers. Smoker a aidé à la libération à Alabasta. Et après, à Punk Hazard, c'est l'eau avec les trucs, mais ils ont été prisonniers ensemble. Là, Smoker sera à l'extérieur de la cage. Et ce qui va se passer, c'est que Luffy va être accusé, à tort forcément, de la mort de Vegapunk, un grand ami de Smoker. Smoker respecte beaucoup Vegapunk, et il l'a dit. Et, la mort de Saturne. Mais Smoker connaît Luffy. Il sait qu'il l'a pas tué. Il va lui dire, est-ce que c'est toi qui as vraiment tué Vegapunk et Saturne? Luffy va le regarder, va lui dire, ben non, c'est pas moi j'ai rien fait, j'ai pas tué, tu me connais. Smoker va le regarder, il va savoir qu'il dit la vérité, et c'est Smoker qui va libérer Luffy et les Mugiwara. Et là, en fait, du coup, tu auras la libération des Mugiwara, ils vont rejoindre leur flotte, et ça va être une flotte contre flotte. Et à ce moment-là, une fois que Luffy aura gagné avec sa flotte, ça sera quelque chose qu'il n'est jamais arrivé de tout le manga. Un incident sans précédent, c'est la chute de l'équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs, c'est les Yonko face au gouvernement mondial avec les Shichibukai qui ont été remplacés depuis par le SSG. Mais du coup, si un tiers, parce qu'il y a 4 Yonko, si un tiers de la flotte totale comprenant les séraphins, les chevaliers divins, les Sipi 0, les vice-amiraux, les amiraux, etc., se font battre par un équipage Yonko, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Que l'équilibre n'existe plus. Alors que l'équilibre, c'est ce qui maintient la paix dans One Piece. C'est un élément central. C'est dit par Garp lui-même. Ce qui maintient la paix dans One Piece, c'est l'équilibre des pouvoirs entre les Yonko et le gouvernement mondial. Que les uns ne peuvent pas battre les autres. C'est ça l'équilibre. Un équilibre, c'est quand l'un ne peut pas battre les autres. C'est pour ça que c'était extrêmement dangereux si 2 Yonko s'alliaient. Et c'est pour ça que l'équilibre de pouvoir ne se maintient que si les Yonko sont séparés. S'ils sont réunis, ça ne tient pas. Et si un Yonko avec sa flotte peut battre un tiers de la flotte totale du gouvernement mondial, alors il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs et donc le monde bascule dans la peur, la terreur, dans la guerre. La guerre finale, ça sera le déclenchement de la guerre finale. Qui mènera à la guerre finale. De toute façon, l'équilibre des pouvoirs doit chuter. Et c'est bien pour ça que 4 Yonko ont encore été définis. C'est pour maintenir cet équilibre. Dire, voilà, il y a encore Quationko, il y a encore l'équilibre de pouvoir, même s'il est balbutiant, même si c'est factice, on le sait. Dans l'esprit des humains dans One Piece, ça n'est pas factice. C'est réel, cet équilibre. Donc il faut un électrochoc mondial qui détruit cet équilibre. Et il n'y a que la flotte de Luffy contre la flotte du gouvernement mondial. Si Luffy et sa flotte détruisent la flotte du gouvernement mondial, alors il n'y a plus d'équilibre. Et donc, c'est la folie partout. Les gens vont avoir peur, etc. Et il faudra choisir son camp. Soit on est du camp du révolutionnaire, soit on est du camp du gouvernement mondial. Parce que la guerre, elle se rapproche. Et c'est ce qu'ont fait le gouvernement mondial, le Gorosei, etc., en créant la rêverie et tout ça, c'est essayer de réunir autour d'eux le plus de rois et de gouvernements possible pour ce moment-là. Ça en fait des alliés. Et Dragon, de son côté, lui, son but, ça a été de renverser les royaumes, etc., pour essayer de faire entrer les royaumes sous une même bannière contre le gouvernement mondial. Voilà. J'espère que c'était long,
mais voilà mon idée de ce qui va se passer. Donc je sais pas exactement quand Oda va prévoir, hem, d'arriver à ce moment-là. Je pense que ça sera dans pas très longtemps, au moins le je me rends de Luffy. Après il y aura sûrement des choses qui vont se passer entre-temps, mais voilà, à voir, à quel moment, il va mettre ça en place. Là, je pense que déjà, il faut que tous les demi-réversys soient enlevés. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que Imu, etc., se font repousser. Perso, j'aime bien ta théorie, je la trouve vraiment crédible comparé à d'autres youtubeurs européens qui nous sortent des théories what the fuck. Bon, après, c'est leurs idées à eux, hein. C'est y a Koda qui va dire si c'est ça ou pas. Moi, j'y crois vraiment à ça parce que ça fait très longtemps, comme tu le sais, la semaine dernière, j'ai montré, mais depuis, ça fait 2 ans que je parle du fait que les géants allaient être menacés de destruction par Uranus et que Luffy allait se rendre. Ça fait 2 ans que j'en parle. Donc, à voir, on verra bien. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que Oda a introduit un perso aussi puissant que Gaban, le montrer se rendre alors qu'il ne l'avait jamais fait, jamais dit textuellement je me rends dans le manga. Aucun perso aussi puissant ne a dit je me rends dans un manga face à un adversaire. Personne. Que Gaban. Et il l'a fait dans Elbaf. C'est qu'il y a un lien. Par contre, on n'a toujours pas l'explication du texte de Louis Arnaud sur le temps. Oh, ça, j'en ai déjà parlé aussi. Je pense que c'est un sentiment. En fait, on a un sentiment que le temps passe plus vite parce que les géants, eux, vieillissent moins vite. Sauf que nous, on vieillit à la même vitesse, mais eux, non. Donc, vu qu'ils vieillissent pas à la même vitesse, on a l'impression que le temps s'écoule plus lentement et donc on vieillit, alors que nous, non. C'est juste un sentiment que le temps s'écoule 3 fois moins vite, alors qu'en fait, il s'écoule de la même manière pour ton corps. C'est pour ça que Kaban est aussi vieux que Riley. Voilà.